Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Je suis avec vous pour une capsule bien spéciale aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aller mettre un thumbs up, d'aller mettre un commentaire, d'aller poser des questions. Puis aujourd'hui, ce que je fais comme capsule, c'est sur une inspection qui va mal. Bonne écoute. Hey, bonjour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une petite capsule bien spéciale. En fait, je suis avec une de mes clientes sur laquelle sa propriété, il y a eu une inspection. Ça n'a pas bien été et on va discuter de ça pour démystifier avec vous quoi faire lorsqu'une inspection va mal. Donc, ma cliente a des questions pour moi. Vous ne la verrez pas à l'écran, mais elle va me poser des questions, puis je vais pouvoir démystifier tout ça, puis vous expliquer ce sont quoi les bonnes pratiques pour passer à travers d'un processus comme ça, où est-ce qu'on vient avoir une inspection en bâtiment, puis on n'est plus sûr quoi faire. Puis c'est quoi les bonnes pratiques pour les courtiers immobiliers? Parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu pas claires pour beaucoup de courtiers immobiliers. Donc, je démystifie ça auprès de vous aujourd'hui. Donc, merci d'être là. On parle d'une inspection qui va mal. Tu me posais la question. C'est comment que je peux éviter que mon inspection aille mal? Je me suis fait prendre au dépourvu, là. Donne-moi des trucs, j'en ai besoin. Bon, fantastique. Écoutez, on va parler de ça. Donc, comment s'assurer qu'une inspection ne va pas mal? C'est très dur à prévoir. Hein. Vous savez, l'inspection en bâtiment, j'ai déjà fait des capsules là-dessus. D'ailleurs, vous ferez peut-être les voir. Sur l'inspection en bâtiment, plusieurs experts vont pouvoir faire plusieurs expertises différentes, donner plusieurs avis différents sur une propriété. Et des fois, malheureusement, il y a un rapport qui est plus accablant que d'autres. Parfois, il y a des acheteurs qui vont se désister. Et là, il faut savoir comment réagir à ça. Premier volet pour les courtiers immobiliers et les vendeurs, il faut premièrement analyser ce rapport-là. Puis je sais qu'Andréane, tu dis comment éviter, on ne peut pas l'éviter. Une fois que c'est arrivé, il faut vraiment qu'on analyse le rapport, voir, bon, qu'est-ce qu'on a entre les mains exactement? Est-ce que ce sont des choses significatives pour un acheteur pour se retirer d'une promesse d'achat ou ce sont des choses, somme toute, faciles à corriger ou ce sont des zones grises, juste des interrogations? Parce qu'un rapport d'inspection, de la manière qu'il est fait, l'inspecteur, évidemment, je le dis souvent, un inspecteur fait une inspection en bâtiment, ça coûte 700-800 $. C'est une grosse responsabilité pour un inspecteur de dire à quelqu'un si sa maison est en bon état ou non. Alors, évidemment, leur travail et leur devoir, c'est de se protéger un peu dans l'écriture d'un rapport d'inspection. Donc, il y a des choses là-dedans, souvent, ils vont soulever, c'est dans tous les rapports, en fait, aller voir un expert, c'est-à-dire consulter un ingénieur, consulter un électricien, consulter des gens d'expérience pour savoir si vraiment il y a un gros problème ou pas. Bon, ceci étant dit, une fois le rapport en main, il faut voir est-ce qu'il y a des gros problèmes ou des petits problèmes là-dedans. S'il y a des gros problèmes ou des points d'interrogation, l'idéal, c'est soit de faire évaluer ça, faire une contre-expertise par un autre expert qui vienne préciser si effectivement il y a problème ou pas sur la propriété. Parce que, je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé dans ma pratique à un moment donné, il y a une inspection en bâtiment, et puis là, l'inspecteur, il dit, écoute, il y a ici, là, au plafond, il y a un signe d'humidité, il faut tout ouvrir et tout nettoyer ça. Et c'était une propriété qui était relativement neuve. Les acheteurs demandaient d'ouvrir et de faire des gros travaux. Puis j'avais un gros doute que c'était pas que l'inspecteur avait erré dans son rapport. J'ai fait venir un inspecteur indépendant qui a mis le doigt sur le bobo. Il a dit, écoute, ce qui était arrivé, c'est que l'inspecteur avait pris une sonde pour l'humidité, une sonde avec contact. Donc, il avait mis la sonde dans le Gyproc. Et il avait tombé sur une vis. Quand on tombe sur une vis avec ça, ça montre comme un signe d'humidité, mais c'est une fausse lecture qu'il y a. Donc, il faut vraiment être, ce que je veux vous montrer là-dedans, il faut vraiment être diligent puis faire ces vérifications-là quand ça arrive pour valider si vraiment il y a un problème ou pas. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas, mais ça se peut qu'il y ait dans votre situation un problème majeur qui doit être corrigé ou pas. Donc, ça, c'est le premier volet. Évidemment aussi, il faut divulguer aux gens, parce qu'il va y avoir d'autres acheteurs intéressés dans le processus, il faut leur divulguer en tant que courtier immobilier et en tant que vendeur, qu'est-ce qui est arrivé à l'inspection. Il y a plusieurs écoles de pensée, puis je vais vous dire mon opinion par rapport à ça. La meilleure pratique qui existe, c'est vraiment de rendre ce rapport-là disponible. Là, tout le monde va dire « Ouais, mais ça appartient à l'acheteur, ça appartient à qui? » Bref, ce rapport-là existe. Et si vous voulez, en tant que vendeur, vraiment vous protéger et vous assurer que tout est dit, parce qu'évidemment, un acheteur veut savoir à quoi s'en tenir, c'est de rendre ce rapport-là disponible à l'acheteur. Bon, et d'autres pratiques vont dire seulement de ramener des parties du rapport qui sont disponibles puis les retranscrire dans une modification et donner ça aux acheteurs, mais il y a quand même un risque d'erreur là-dedans et que ce ne soit pas tout à fait clair ou transparent. Donc, meilleure pratique pour un client qui est présenté par un courtier, rendez le rapport disponible
faites une modification de déclaration du vendeur qui existe un nouveau rapport d'inspection qui est disponible pour consultation. Rendez-le disponible aux acheteurs et ça, c'est gage de transparence. Et vous allez voir, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais il faut toujours savoir que la personne qui va analyser le rapport, c'est la personne la plus importante. Fait que les gens vont peut-être voir des choses comme étant très importantes et d'autres comme étant des choses qui sont relativement communes et courantes. Parce qu'il y a des cas également, puis ça, je vous le dis en immobilier, j'ai peut-être dit en début de vidéo, on ne force personne à acheter une propriété. Fait que ça se peut que quelqu'un fasse une inspection, puis il se retire. Il se donne une raison que l'inspection, mais ce n'est pas la raison réelle pourquoi il se retire, c'est parce que ça ne tente plus de l'acheter la propriété. Mais tu forces personne à acheter une propriété. Oui, il y a des jurisprudences, oui, tu peux le poursuivre. Mais à la fin de la journée, votre but, c'est de vendre la propriété. Vous êtes beaucoup mieux de trouver quelqu'un de motivé, intéressé à l'acheter que de poursuivre un acheteur pour une transaction qui ne se fait pas, parce que de toute façon, présentement, tout le monde veut les acheter. Les maisons qui sont disponibles sur le marché, il faut juste trouver le bon acheteur à ce moment-là. Ça répond-tu à ta question, Sandrine? Je sais qu'on a fait un grand détour pour parler de tout ça. Oui, non, c'est une excellente réponse. En fait, as-tu des exemples concrets à me donner de raisons pourquoi l'acheteur va se retirer, en fait? Il y en a généralement. Ce qu'on voit le plus communément, c'est vraiment au niveau de ce qui est important sur une propriété. Donc, fondation, le gros œuvre. C'est vraiment là que ça joue généralement. Ce n'est pas dans le petit œuvre, ce n'est pas dans les jobs d'électricité ou de plomberie, c'est vraiment dans la structure de l'immeuble, la maçonnerie, toiture, ces choses-là. Mais c'est une bonne question parce que vient aussi la réflexion suivante. C'est quand il y a une inspection, quelque chose de majeur, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un travail majeur, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Récemment, j'ai eu ça. J'ai une propriété qu'à l'inspection, on a dit qu'il faut que ce soit pieuté. Et je donne des chiffres qui me semblent être ce qui est vraiment les chiffres exacts, mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait exacts, mais c'était pas mal ça. Propriété, on demande 529 000, besoin de pieutage. Le client dit, écoute, finalement, je laisse aller à 470 000. Finalement, l'acheteur ne veut même plus l'acheter suite à ça. Il dit, finalement, je veux faire le pieutage. Le pieutage coûtait 40 000. Donc, il était rendu à un coût, dans le fond, il aurait pu vendre 470 000, 40 000 de pieutage, on a rendu à 510 000. Et on l'a revendu au prix affiché à ce moment-là. On l'a revendu à 529 000. Fait que l'argent que le client investit, 40 000 qu'il investit dans le pieutage, il l'a regagné au niveau de sa négociation. Fait qu'il y a des fois où ça vaut vraiment la peine de faire ces travaux-là. Il y a d'autres fois où la maison, il y a tellement d'autres problèmes que ça devient un petit peu... C'est peut-être une bonne idée de passer le bobo à quelqu'un d'autre de plus expérimenté qui va prendre en charge ces rénovations-là. Fait que oui, ça arrive pour des raisons majeures. Maintenant, en tant que vendeur, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. On fait-tu des gros travaux ou on ne les fait pas? Il faut vraiment analyser le dossier vers le coût-bénéfice, comment ça nous rapporte puis comment ça nous coûte pour faire ce genre de travaux-là puis ce genre d'aventure-là. Qu'est-ce que tu penses des gens qui achètent sans ces vérifications-là? Des deux côtés, autant de l'acheteur que du vendeur. Bien, écoutez, moi, j'ai déjà fait une autre capsule là-dessus que je parle de l'inspection pré-vente. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée parce que, sincèrement, l'inspection en bâtiment, c'est trop une opinion. Tu vas avoir plusieurs opinions de personnes différentes. Puis, ce que j'ai vu récemment, on l'a fait dans un dossier, puis c'est pas moi qui l'ai fait. Il y avait un autre courtier qui vendait une unité dans le même projet. En fait, une inspection de pré-vente, ça a été plus de problèmes que de solutions en fin de la journée. Puis, généralement, quand on met une propriété à vendre, ce que je dis, tu as un vendeur qui veut vendre, un acheteur qui veut vendre. Puis souvent, même quand il y a des problèmes, les gens vont trouver des solutions quand ils sont vraiment motivés. Fait que je leur dis, embarquez dans le processus, puis on voit, puis on règle les problèmes au fur et à mesure. C'est vraiment souvent la meilleure solution dans ces dossiers-là. Au niveau d'acheter sans inspection, les courtiers immobiliers, on se doit de conseiller les gens d'en faire une tout le temps, mais la réalité est présentement dans le marché qui est hyper actif. Ça se peut que les gens laissent tomber cette condition-là. Je vais être honnête avec vous, je pense que souvent le jeu en vaut la chandelle selon le type de propriété. Souvent, ce que j'aime, c'est les propriétés qui n'ont pas du tout été rénovées, qui sont quasiment d'origine. Tu le sais, il n'y a pas de surprise, là, it is what it is. Fait que c'est plus facile là-dedans. Des fois, ce qui est plus dur, c'est les propriétés qui ont été rénovées par morceaux, tu ne sais pas trop ce qui a été fait. Fait que ça, c'est plus délicat. Puis il y a le volet garantie légale aussi. Souvent, les gens vendent de plus en plus sans garantie légale, mais vendent sans garantie légale et sans inspection, ça devient un petit peu rock'n'roll. Fait qu'il faut faire un choix là-dedans. Fait que je leur dis, écoutez, c'est une vente sans garantie légale. Je vous conseille vraiment de faire une inspection puis d'aller voir un petit peu plus loin. Mais c'est notre job en tant que courtier d'expliquer aux acheteurs aussi que l'inspection en bâtiment, ce n'est pas un outil de négociation, c'est un outil pour se rassurer d'un achat immobilier. C'est un mode d'emploi pour acheter une propriété. Donc, voyez-le vraiment comme ça, comme un genre de rayon X de votre propriété pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans les prochaines années.
Mais outre des problèmes majeurs, attendez-vous pas à négocier de grandes sommes parce que ça fait partie d'acheter une propriété non neuve, c'est de l'entretien. Fait que ça répond-tu? Je sais que je parle de beaucoup d'affaires. Ah non, c'est très complet. C'est très complet. As-tu d'autres questions par rapport à l'inspection en bâtiment? Quand ça va mal, quand ça va bien? Là, j'ai répondu à tout, Andréane. N'hésitez pas, vous avez des questions, vous, par rapport à ça, par rapport à une inspection en bâtiment, qu'est-ce qu'on fait suite à une inspection? J'ai une autre question. Vas-y, Andréane. Oui, en fait, je me posais la question, disons, tu parles de problèmes majeurs. Si je découvre que j'ai un problème de tuyauterie, mettons, est-ce que ça vaut la peine que je retire ma propriété du marché pour faire les rénovations, puis ensuite de la remettre suite à la visite de... Bien, c'est une bonne question. Ça dépend toujours encore du coût-bénéfice. Hein. Soit qu'on le déclare, puis c'est dit dans le rapport d'inspection, puis quelqu'un va connaître cette problématique-là, ou on décide qu'on veut le faire pour peut-être potentiellement maximiser le gain. Ça dépend du travail qu'il y a à faire. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment avoir un courtier qui est à l'affût, qui connaît bien ces choses-là pour pouvoir vous conseiller. C'est notre cas à nous. Mais bref, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça dépend toujours de la problématique. Donc, n'oubliez pas, quand il y a une inspection en bâtiment qui va mal, ne paniquez pas. Première étape, j'aurais dû dire en préambule. Paniquez pas. Analysez votre rapport d'inspection pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Au besoin, faites venir des experts pour expertiser. Décidez si c'est important ou pas. Décidez si vous voulez faire les travaux ou non. Parlez-en avec votre conseiller immobilier, puis prenez une décision éclairée à la suite de ça. Mais très important, si vous décidez de relancer l'activité sur votre propriété, faites-le de manière claire. Je vous conseille de laisser un rapport d'inspection disponible pour les acheteurs. Il n'y a rien comme la transparence. Ça facilite, ça accélère les choses. Donc, c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous m'envoyez un petit commentaire dans la vidéo. Ça me fait plaisir d'y répondre pour nos prochaines vidéos. Merci, c'était Maxime Tardif pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. À bientôt. Bye bye.